Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une année vraiment charnière pour Sega, 1978. Ah oui, 1978. On pense souvent à la guerre des consoles plus tard, mais en fait, c'est là, en 78, que beaucoup de choses se jouent, des fondations pour la future CG-1000 notamment. Tout à fait. Et c'est une année assez tendue, économiquement parlant. C'est vrai, Bah oui, il y a le second choc pétrolier qui débarque. Ça impacte les coûts forcément, surtout au Japon, très dépendant du pétrole. logique. Mais l'économie japonaise, elle résiste plutôt bien, assez dynamique même, avec des taux bas, un yen faible, ça aide pour les investissements. D'accord. Et dans ce contexte, le monde de l'arcade, il est où? Et bah sont pleins, avec vraiment deux cœurs qui pulsent, les États-Unis et le Japon. Et Sega là-dedans, en 78, ils en sont où? Alors Sega, à ce moment-là, appartient au conglomérat Gulf and Western. C'est ça. Et c'est toujours David Rosen, le fondateur, qui est un peu aux manettes, non? Oui, même s'il n'a plus qu'une petite partie du capital, genre 5%. Mais c'est lui la figure clé. Un personnage fascinant d'ailleurs. Ah oui, on le décrit souvent comme un VRP de luxe, très fort en commerce, en marketing. Exactement. Un négociateur hors pair qui passe son temps entre le Japon et les États-Unis. Et Sega est assez éclaté géographiquement, c'est ça, hein? Tokyo, San Francisco. C'est ça. Des bâtiments à Tokyo pour la R&D, la production, Sega Enterprise Inc. à San Francisco, un peu la vitrine US et la logistique, et même un bureau administratif à Los Angeles. Bon, notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment Sega navigue cette période un peu complexe, notamment via des restructurations importantes. Et surtout, deux acquisitions qui vont tout changer. Voilà, deux acquisitions stratégiques avec Rosen à la manœuvre et l'arrivée d'une autre figure clé, Hayao Nakayama. On va voir comment ça a redéfini leur avenir technologique. Alors, commençons par la première acquisition, celle d'Esco Trading. Ça se finalise début 79, mais tout se négocie en 78. D'accord. Esco Trading. Au Japon, le système de l'arcade est très structuré. T'as les fabricants, puis les distributeurs agréés, et enfin les exploitants de salles. Impossible de sauter les distributeurs. Exactement. Et Esco, c'est un gros distributeur. Il distribue du Sega, mais aussi Taito, Namco, Bally, Midway, bref, un acteur important. Et leur force, c'est quoi? Leur force, c'est le support technique, la maintenance. Ils connaissent bien le matériel, ils ont de bonnes relations avec les fournisseurs, très important au Japon. Et à la tête d'Esco, il y a ce fameux Hayao Nakayama. Lui-même. Et Nakayama, il est intéressant parce qu'il a déjà un œil sur le marché des consoles de salon, Ah oui, ouais. qui est dominé par Nintendo à l'époque, non? Oui, mais lui, il importe déjà des jeux type Pong et des casse-briques. Il sent qu'il y a quelque chose à faire là. Son rôle va devenir central chez Sega. Et Taito voulait aussi racheter Esco, c'est ça? Et Taito a essayé, oui. Mais Sega, avec Rosen, a été plus malin ou plus généreux. Ils ont offert des conditions très avantageuses à Nakayama pour le convaincre. Et pour Sega, le bénéfice est clair. Ah bah oui, un réseau de distribution japonais direct, intégré, et puis l'expertise technique d'Esco sur le terrain, des ingénieurs opérationnels. C'est énorme. Ok, ça c'est pour le Japon. Et presque en même temps, fin 78, il se passe quelque chose de crucial aux États-Unis. L'acquisition de Gremlin Industries, exactement. Par échange d'actions, alors que Taito avait mis 2 millions de dollars cash sur la table apparemment. C'est une absorption, Gremlin Sega devient Sega Gremlin. Oui. Et Gremlin, c'est une ambiance très différente. Comment ça? Plutôt start-up, foisonnante d'idées, très participative, mais aussi décrite comme un peu chaotique. La main droite, c'est pas ce que fait la main gauche, ce genre de choses. D'accord. Mais ils ont des idées. Chiffre d'affaires autour de 6 millions de dollars. Voilà, ils tentent des trucs, parfois ça rate, comme un projet de micro-ordinateur. Mais dans l'arcade, ils ont un vrai savoir-faire. Et un marketing original, j'ai lu ça. Les Gremlin Girls. Ah oui, les Gremlin Girls qui défiaient les joueurs, des newsletters très directs, une approche assez fun, proche du terrain, créative. Mais le plus important avec Gremlin, c'est pas ça. C'est la techno, non? Ah oui, c'est là que Gremlin change absolument tout pour Sega. Eux, ils maîtrisent le microprocesseur, le Zilog Z80. Le fameux Z80. Et ils poussent aussi la standardisation des cartes électroniques. Et ça, c'est fondamental. Parce que pendant ce temps-là, Sega Ils en Japon, sont où ils sont encore sur les circuits TTL, l'électromécanique. C'est une autre époque. Hmm. On parle vraiment d'une génération de retard technologique. Ah oui, quand même. Le Zilog, ça ouvre la porte à des jeux beaucoup plus complexes, plus rapides, plus riches. Et Gremlin le prouve dès 78 avec un jeu, Head-On, Eden, oui. sorti sous le nom Gremlin Sega. C'est ça. C'est la démonstration de leur avance. C'est fou ce contraste. Et ça met en lumière les personnalités, justement. Rosen, le négociateur, l'opportuniste qui flaire le bon coup. Et qui sait très bien s'entourer, il faut le dire. Et de l'autre côté, Nakayama, qui prend la tête de Sega Japon après le rachat d'Esco. Lui, il est comment à ce moment-là? Plus homme de terrain, pragmatique. Mais, et c'est là que c'est intéressant, beaucoup plus conservateur sur la technologie au début.
Ah bon? même avec l'arrivée de Gremlin et du Z80 aux US. Oui. C'est assez frappant. Alors que Gremlin, Sega et US innovent avec le Z80, Nakayama au Japon, il continue avec le TTL. La synergie n'est pas immédiate, quoi. Pas du tout. Sega Japon sort des jeux comme Monaco GP. Bon, ça marche bien, hein, mais ça reste sur du TTL et c'est très très inspiré d'un jeu d'Exidi Starfire. D'accord. Il faudra attendre 1981 et Zaxxon, avec d'ailleurs une aide extérieure, pour que Sega Japon passe enfin au Z80. Donc un vrai décalage entre les US et le Japon au sein même de Sega. Complètement. Pendant que Gremlin bosse sur le Z80 et la standardisation des cartes, ce qui est super important pour les exploitants, ça simplifie la maintenance, eh bien Sega Japon reste sur ses anciennes bases. Et pendant ce temps, Taito, le grand rival, Eux, ils avaient déjà franchi le pas du microprocesseur bien avant, hein. Avec Michael Kogan à leur tête, ils utilisent l'Intel 8080 dès 1974. ce qui leur permettra de sortir Space Invaders en 1978. Le raz de marée. Exactement. Kogan avait peut-être une vision technologique à plus long terme. Rosen, lui, était peut-être moins technicien, mais excellent pour saisir des opportunités stratégiques. Comme ce rachat de Gremlin, justement. Et stratégiquement, cette double acquisition US-Japon, c'était malin vu le choc pétrolier. Ah oui, crucial. Ça permettait de produire localement sur les deux marchés principaux, d'optimiser les coûts, de partager un peu le savoir-faire, même si ça a pris du temps. Gremlin déménage même à San Francisco pour être plus près de Sega Enterprises. C'est ça. Mais il faut vraiment insister là-dessus, hein. Gremlin, ce n'était pas juste un plus, c'était vital. Ah oui, à ce point. Absolument. On peut presque dire que Gremlin pouvait vivre sans Sega, mais Sega, surtout sa branche japonaise à la traîne technologiquement, ne pouvait pas se passer de Gremlin à ce moment-là. C'est Gremlin qui a tiré Sega vers l'avenir technologique. Donc pour résumer cette année 1978, c'est une transformation radicale pour Sega. Une vraie métamorphose, oui. D'un côté, l'acquisition d'Esco, qui sécurise la distribution au Japon avec Nakayama. De l'autre, et c'est peut-être le plus important, le rachat de Gremlin aux US, piloté par Rosen. Et ça apporte le saut technologique indispensable, le Z80, et aussi une culture d'innovation différente. Ça sort Sega d'une voie qui aurait pu être une impasse. Même s'il y a eu des frictions au début pour intégrer tout ça. Oui, l'intégration n'a pas été simple, mais ces deux mouvements ont clairement mis Sega sur les rails pour ses succès futurs, y compris, à terme, la SG-1000 et la confrontation avec Nintendo. Ça laisse une question en suspens d'ailleurs. Et laquelle? Sans cet apport de Gremlin, presque un peu accidentel dans ce contexte de crise et de restructuration grâce au flair de Rosen, qu'est-ce qui se serait passé pour Sega? C'est une excellente question. Est-ce que Sega aurait pu seulement imaginer devenir le géant du jeu vidéo et des consoles qu'on a connues? Est-ce qu'ils auraient pu lancer la SG-1000? Pas sûr du tout. Ça montre bien à quel point cette année 1978 a été absolument déterminante. Fondamental, vraiment.